L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Benjamin Netanyahou en rêvait, Donald Trump l'a fait. Mardi, une semaine avant la date prévue pour le transfert de l'ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, le président américain a annoncé que son pays se retirait de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 après 12 ans de négociations. En conséquence, les États-Unis rétablissent contre Téhéran des sanctions économiques qui, via la loi américaine, s'imposent à toute entreprise ayant des intérêts aux États-Unis. Si cette décision est une victoire pour Bibi qui exposait il y a quelques jours des preuves d'un mensonge d'État iranien, il n'est guère étonnant que l'Europe, France en tête, s'insurge contre une décision qui pourrait la priver d'un marché prometteur sans pour autant garantir que l'Iran rentrera dans le rang. En attendant, cette décision a été suivie par les premiers affrontements directs entre Israël et l'Iran, Tsahal ayant répliqué à des tirs de roquettes au nord du pays par des frappes massives contre les installations iraniennes en Syrie. Résultat, pour la plupart des commentateurs, l'Iran fait presque figure de victime, tandis que le duo américano-israélien est dénoncé comme un fauteur de guerre. Alors que le président américain ne semble pas avoir de plan B pour remplacer l'accord qu'il vient de dénoncer, vous nous direz, Alain Finkielkraut, si la politique américaine vous réjouit ou vous inquiète. Nous reviendrons également sur l'islam de France et sur la promotion par le journal Le Monde de Marwan Mohamed, qui a peut-être eu raison de votre optimisme. Et vous nous direz un mot sur les manifestations du retour à Gaza et sur leur traitement en France. Mais pour commencer, Alain Finkielkraut, un commentaire sur l'attentat d'hier soir à Paris, dans le quartier de l'Opéra, dans le quartier des théâtres en fait. Un jeune homme de 29 ans a été tué, 4 personnes ont été blessées au couteau par un Tchétchène de 20 ans. Et peut-être un carnage a-t-il été évité grâce à l'intervention très rapide d'une patrouille de police. Alors, comme ils surviennent à intervalles réguliers sur notre continent, les attentats nous sidèrent sans vraiment nous surprendre. Nous sommes entrés dans l'âge tristement paradoxal de la sidération rituelle, des réactions stéréotypées et des communiqués officiels aussi vaillants que creux. Allahu Akbar est devenu un mot d'ordre familier en terre européenne. Alors, justement, ce terme est intéressant parce que on parle beaucoup de la guerre civile qui survient ou qui risque de survenir. Mais une guerre civile oppose deux fractions d'un même peuple. Là, au cri de Allahu Akbar, justement, une guerre contre notre civilisation, dont le terrorisme est la forme paroxystique, a lieu. Et la question est de savoir si le peuple héritier de cette civilisation a la volonté et les moyens de se défendre et aussi de savoir comment il peut se défendre. Et j'aurais une autre question pour finir. Jonathan Siksou disait que le terroriste était un Français né en Tchétchénie. Ah, moi j'ai entendu que c'était un Tchétchène. Alors oui, Français né en Tchétchénie. Alors, si c'est vrai, j'aimerais savoir dans quelles conditions il a obtenu la nationalité française. Parce que l'hospitalité ne devrait pas consister à faire de la France un droit de l'homme. D'accord. Juste un mot quand même, tout de même, pour dire que cette guerre civile, la guerre civile dont vous parliez, elle existe peut-être pas comme on le dit, mais elle existe tout de même dans l'islam en quelque sorte. Ah oui, il existe. Il y a une guerre à l'intérieur de l'islam. Oui, mais et d'ailleurs, il est très frappant que Allahu Akbar soit, me semble-t-il, une des choses les plus rituelles de la prière musulmane. Ça n'est pas seulement le cri de guerre islamiste. Non, mais c'est devenu le cri de guerre islamiste. Il y a une guerre religieuse à l'intérieur de l'islam entre sunnites et chiites. On en est le témoin, mais on parle souvent en France d'un climat de guerre civile. Et je récuse cette expression. Parce qu'encore une fois, une guerre civile oppose deux fractions d'un même peuple. Et ce Tchétchène est peut-être français, mais il se bat contre la France, contre le peuple français, contre la civilisation française. Et comme le dit d'ailleurs Elisabeth Badinter, il y a bien effectivement deux sociétés et deux peuples, oui, qui sont en train de se
disons, de s'affronter. Qui vont peut-être s'affronter, en tout cas, il y a déjà une déchirure. Il y a déjà, oui, une séparation. Mais je suis désolé, on ne peut pas rester plus longtemps sur le sujet. On y reviendra un peu avec Marwan Mohamed, je pense. Passons tout de même à l'Irak et à l'Amérique. À l'Iran et à l'Amérique, pardon. Quand je fais des promesses, je les tiens, a dit Donald Trump. Eh bien, on ne pourra pas l'accuser d'incohérence, car depuis 2015, il ne cesse de dénoncer un accord horrible, de discréditer les négociateurs américains. Il dit qu'on se fait balader par les Iraniens. Et après tout, est-ce qu'il est si certain qu'il est tort? Benjamin Netanyahou a donné les preuves qu'ils avaient poursuivi leur programme après 2003. Or, ils ont toujours dit le contraire. Oui, après 2003, l'ont-ils poursuivi après 2015? En tout cas, le 8 mai, vous avez raison, Donald Trump a annoncé le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Et je vais dire les choses en plusieurs temps, Elisabeth. Donc, je suis moins que jamais tenté de lui faire confiance et il a exhibé en plus le document du retrait avec sa signature devant toutes les caméras en faisant une grimace martiale tellement ridicule, tellement clownesque qu'elle en devenait glaçante. On n'a pas vraiment envie de confier le destin de l'Occident à un homme comme lui. Mais, et là je vous rejoins, ce mais vous rejoint. Je rappelle. Disons que l'unanimisme me fait douter. Mais moi pas aussi. De religion, non, mais surtout, l'unanimisme parfois, face à l'Iran me fait douter. Parfois, on peut réagir unanimement à une horreur. En l'occurrence, je rappelle que l'accord arraché par Barack Obama, qui d'ailleurs était beaucoup plus complaisant que le gouvernement français, cet accord était censé ouvrir une nouvelle ère dans les relations entre l'Occident et l'Iran. C'était la grande promesse. Hein, et une promesse qui d'ailleurs, vis-à-vis de l'islam, caractérise tous les deux mandats de Barack Obama. C'était son idée. Voilà. Nous allons le discours du Caire, tendre la main aux pays musulmans. Et en l'occurrence à l'Iran. La coopération devait succéder à la confrontation. Moyennant quoi, la République islamique, mène une politique plus agressive et plus expansionniste que jamais au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen. L'Iran n'a jamais cessé ses essais de missiles balistiques. Ça, on le sait, c'est de notoriété publique. Et si cet État n'a pas manqué à ses obligations en matière nucléaire, ce qui reste à voir, il n'a répondu à aucune des attentes des autres signataires de l'accord. Donc, c'est un pays qui reste inquiétant et dangereux. Et ceux, si vous voulez, qui ne cessent de décrypter les tensions entre les modérés et les durs du régime me font sérieusement penser aux kremlinologues d'antan qui réussissaient à faire passer tous les leaders en place pour des gens raisonnables comparés à leurs généraux. Oui, vous avez raison. Évidemment, on peut. Il y a certainement tout de même des modérés ou des plus radicaux en Iran. Il faut ajouter, je tiens cette réflexion de Gil Miraeli, que tout de même, finalement, l'Iran n'a aucun conflit avec Israël. Donc, on devrait quand même trouver inquiétant. Il n'y a absolument aucun contentieux entre Israël et l'Iran. Il y en avait entre l'Iran et la France, mais il y a d'autres contentieux que théologiques et idéologiques, si vous voulez. Et ça devrait inquiéter tout le monde. Or, on a l'impression, et ça c'est une question que je voulais vous poser, est-ce que dans le fond, finalement, tout le monde ne trouve pas finalement tout à fait normal aujourd'hui qu'un pays musulman soit hostile à Israël? Oui, en plus, c'est pas n'importe quelle hostilité. C'est un pays qui promet régulièrement la disparition, l'éradication de l'État d'Israël. Et en effet, si Bruno Le Maire tape aujourd'hui le poing sur la table, c'est pour des raisons essentiellement économiques. Il ne veut pas voir mis en péril les contrats signés par de très grandes entreprises françaises avec l'Iran. Ces considérations n'ont rien de méprisable. Non, d'autant plus que, écoutez, les Français ont quand même suivi les Américains finalement. C'est-à-dire rabaisser leurs prétentions sur la fermeté de l'accord. Donc, non, c'est le contraire. C'est quand même Fabius qui a insisté pour rendre l'accord plus dur, plus ferme
que ce que voulait Obama. D'accord. Enfin, à l'arrivée, si vous voulez, quand même, les Français ont tenu pour beaucoup plus de fermeté au départ. Oui. Fabius et Hollande. Et ils se sont ralliés au nom du multilatéralisme, etc. Ils se sont mis à faire des affaires et maintenant, Trump leur dit, c'est terminé les affaires. Là, quand même. Mais alors, simplement, mais les considérations économiques n'ont rien de méprisable. Les affaires, c'est pas simplement les grands groupes qui s'enrichissent, c'est le moyen de faire de la France une société de bien-être, d'assurer aux Français une vie décente. Donc, je ne méprise pas. Ce que je conteste, c'est qu'en leur nom, au nom de ces considérations, on mente et on se mente à soi-même sur la réalité de la menace iranienne. Il y va notamment, vous l'avez dit, de la sécurité d'Israël, parce qu'il n'y a pas de contentieux de frontières entre l'Iran et Israël, mais il y a une volonté affirmée par l'Iran d'effacer Israël de la carte. Et j'aimerais que les Américains ne soient pas les seuls à s'en soucier, à s'en émouvoir. Mais comme l'Iran ne change pas de politique et que Rouhani, quand même, a déçu les espoirs placés en lui, on dirait qu'Américains et Israéliens misent aujourd'hui sur un changement de régime. Et Saoudiens. Voilà, les Saoudiens, évidemment, oui, parce que là, il y a cette alliance entre ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde Al Jazeera et qu'on est juif, on est pour la première fois content. Ouais, Saoudiens et Égyptiens, d'ailleurs, les Égyptiens, les Marocains ont renvoyé leur ambassadeur iranien. Bon, mais en même temps, changement de régime, c'est quand même là que le bas blesse. On a du mal à penser qu'un tel changement puisse être imposé de l'extérieur. Le risque est au contraire d'un durcissement du régime et d'une réaction nationaliste de l'opinion. Donc peut-être aurait-il fallu, comme le demandait le président français, revoir, élargir l'accord plutôt que, comme l'a choisi Donald Trump, de s'en retirer. Je n'en sais rien. Et je suis obligé de rester sur cette hésitation finale, Elisabeth. Donc, je suis très heureux d'avoir refusé le ministère des Affaires étrangères, parce que j'aurais pas vraiment su quoi faire. Très bien. Mais en fait, la question est de savoir si vous voulez, la question de savoir si on pouvait obtenir un meilleur accord, un accord qui soit plus rassurant quant aux intentions nucléaires de l'Iran. Effectivement, cette question-là ne saurait en réalité, c'est pas simplement ses intentions nucléaires, c'est-à-dire que faire des missiles balistiques, sa politique militaire en général. Mais est-ce que c'est peut-être que la signature de cet accord a-t-elle favorisé, si vous voulez, l'installation de l'Iran à la frontière directe avec Israël, et ça inquiète tout le monde en Israël, d'ailleurs, y compris la gauche. Ah, bien sûr, ça inquiète la gauche. Même ceux qui, dans l'état-major ou à gauche, ou dans les services de renseignement, sont hostiles à les décisions de Donald Trump, considèrent que le premier danger pour Israël est là. Le Hezbollah, la présence des Iraniens en Syrie, et la possibilité, en effet, d'un conflit ouvert. Une toute petite question, Alain Finkielkraut, justement, à la faveur de cette crise, qui est quand même étonnant, c'est qu'on voit que l'Iran a finalement une image pas si négative. On voit des tas de gens plaider pour la normalisation. Hubert Védrine dire après tout pourquoi ne serait-il pas une grande puissance, et que l'image d'Israël, elle, en revanche, malgré la victoire à l'Eurovision hier soir, l'image d'Israël, elle se dégrade. Je dirais. Alors, puisque vous avez parlé de la victoire israélienne, laissez-moi quand même dire un mot, parce que j'ai du mal à me réjouir de cette victoire au concours de beuglement qui est devenu l'Eurovision. Alors, je suis pour la normalisation des Juifs, mais là, franchement... on fait du zèle et je suis pas sûr que This is not your toy. Et je suis pas sûr qu'il faille absolument s'en réjouir. Mais vous avez raison, pour être plus sérieux, l'image comparée de l'Iran et d'Israël a quelque chose d'absolument scandaleux. Je comprends que en France on critique le refus israélien de s'asseoir à la table de négociation, ou en tout cas de rendre même possible la solution de deux États. Nous y reviendrons peut-être à la fin de l'émission. Mais l'Iran est l'un des pays les plus dangereux de la Terre.
Très bien, nous en resterons là-dessus sur ce sujet et nous passons de Rechef à Marwan Mohamed et disons à cette question du déni dont on avait l'impression qu'il avait un peu reculé le manifeste contre l'antisémitisme. Oui, je disais en effet dans un article du Figaro, le règne du déni touche peut-être à sa fin. Je commentais ainsi, entre autres, la marche blanche pour Murray Knoll, où les Juifs n'étaient pas seuls. Et j'ai reçu une lettre me disant que pour aboutir à une conclusion aussi optimiste, je devais prendre des antidépresseurs. Alors oui, je l'avoue, je prends des antidépresseurs et même des doses de cheval, ce qui me fait parfois hennir hors de raison. Oui. Mais en même temps, ces antidépresseurs n'altèrent pas mon jugement. Et je reconnais bien volontiers que je me suis avancé, que j'ai sans doute eu tort. Pour preuve, d'abord, 2 tribunes publiées dans Le Monde, après le manifeste contre le nouvel antisémitisme, et 2 tribunes intitulées « Non, l'islam radical n'est pas seul responsable » pour la première, « Combattons l'antisémitisme dans sa globalité » pour la seconde. La première, je m'y arrêterai un instant, est signée notamment par Étienne Balibar, Annie Benveniste et Véronique Naum-Grapp. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on apprend dans cette tribune que les signataires de notre appel soutiennent la Ligue de défense juive, alors qu'elle est même interdite en Israël, et en plus que nous imposons la notion de communauté juive, supposée intégrer tous les juifs sous la bannière du CRIF. Et d'autre part, nous ne critiquons jamais la politique coloniale et raciale d'Israël contre les Palestiniens. Quel tissu de mensonges, quel tissu de mensonges. C'est totalement mensonger, voilà de la fake news, comme on aime à dire, vraiment à l'état pur, puisque... moi maintenant, depuis que je vous ai entendu, je dis fausse nouvelle. La fausse nouvelle à l'état pur, puisque j'ai notamment... critiquer l'attitude sur cette antenne et dans le Figaro, l'attitude de la Ligue de défense juive, et j'ai dénoncé de la part du CRIF la volonté de privatiser la marche blanche en faveur de Mireille Knoll. Et vous avez dénoncé très souvent la colonisation à ce micro, j'en atteste. Sans parler pour autant de politique raciale. Mais surtout, il y avait l'autre jour un article de Jacques Julliard dans le Figaro extrêmement intéressant. Oui. Parce que, revenons, je reviens, l'affaire Dreyfus est une date essentielle dans l'histoire de la gauche française. Or, aujourd'hui, à quoi reconnaît-on un homme de droite? Au fait qu'il défend les Juifs. Un homme de gauche, à quoi le reconnaît-on? À ce qu'il accuse les Juifs, sauf s'il dénonce la politique raciste de l'État d'Israël. Alors, bien sûr, Valls est un homme de gauche, sauf que précisément pour les positions qui sont les siennes, on nous dit du côté de Mediapart qu'il est pire que Marine Le Pen. Et ça, c'est quand même une situation vraiment terrible. Alors, on peut dire, voilà 2 tribunes. Ce ne sont que des tribunes. Mais voilà. Il y a quelques jours, jeudi, je crois, Le Monde publie une autre tribune de Marwan Mohammad, mais accompagnée, ou précédée plutôt, sur toute une page d'un article à la gloire de l'ancien président ou directeur exécutif du collectif contre l'islamophobie en France, et il y a sur cette page une photo de Marwan Mohammad en majesté devant le Conseil d'État. Et il y a un portrait dans lequel on le loue d'avoir imposé le concept d'islamophobie. Oui. Voilà, on le loue d'avoir imposé le concept d'islamophobie, et en effet, pour Marwan Mohammad, est islamophobe toute personne qui, de près ou de loin, critique l'islam, ou aussi d'ailleurs qui demande aux musulmans un effort d'intégration. Les musulmans sont ce qu'ils sont, et ce qu'ils sont est un apport extrêmement précieux à la France. Voilà ce qu'écrit d'ailleurs Marwan Mohammad dans la tribune dont j'ai parlé.
Et ils sont sommés de donner des gages, dit-il, les musulmans, alors même qu'ils participent activement à notre société et définissent par leurs idées et les actes une part de ce à quoi ressemble notre pays. Leurs idées et leurs actes, c'est-à-dire le voile islamique, le voile intégral, le burkini. Voilà, tout ça, c'est... Ça ne sont pas leurs seules idées, ça ne sont pas les seules idées et les seuls actes, mais c'est les seules idées, ce sont les idées et les actes que Mohammed ne cesse de défendre. Donc, voilà comment se présente Marwan Mohammad, et voilà pourquoi il est présenté comme un héros de notre temps par Le Monde, et dans la même édition du Monde est paru un article d'un historien, Pierre Albertini, sur Laurence de Coq, qui a écrit un livre, qui a consacré son dernier livre à l'enseignement de l'histoire. Elle est fondatrice du groupe Aggiornamento, qui veut promouvoir une histoire émancipatrice, libérée des oripeaux identitaires. Et de sa surcharge morale et civique. Alors, j'ai la fin de la phrase. Voilà. Mais les oripeaux identitaires, c'est très intéressant, parce que vous Marwan Mohammad d'un côté, Laurence de Coq de l'autre. Les musulmans doivent pouvoir être tout ce qu'ils veulent être. La France, elle, doit n'être rien. Donc, j'en reviens à la question que vous me posiez. Ce n'est pas, je ne parlerai même plus de parti du déni. Aujourd'hui en France, il y a, et c'est très très surprenant, un parti du suicide. Il y a en France un parti du suicide, c'est-à-dire un parti de l'effacement, de l'auto-annihilation. La France n'est rien, et en plus, les historiens sont là pour nous démontrer qu'elle n'a jamais rien été. Et la question que je me pose, que faire, et celle-ci, que faire pour un peuple qui ne veut plus rien être en tant que peuple et qui affirme même qu'il n'a jamais rien été. Alors ce n'est pas tout le peuple. C'est ce que j'allais vous dire, c'est un amalgame éhonté. Absolument. Ce n'est pas tout le peuple, c'est une partie de celui-ci et c'est une élite et c'est une part de son élite enseignante. Alors si on transmet cette négation de soi de génération en génération, il y a vraiment sujet à s'inquiéter. C'est du boucheron pour l'école. Oui, voilà, c'est du boucheron pour l'école, exactement. En quelque sorte. C'est du boucheron pour l'école, mais c'est du boucheron cautionné, avalisé par le journal Le Monde. Merci pour ce rapprochement très intéressant entre les oripeaux identitaires dont il faut se délivrer et les beaux habits identitaires de certains. Et remarquez que vous avez parlé du parti du suicide. Rappelez-vous que c'était le titre du livre d'Éric Zemmour qui a tant fait scandale, qui s'appelait Le suicide français, voilà. Et vous avez apporté, c'est pour ça que je voulais vous le faire citer. Le livre de Douglas Murray, très intéressant, L'étrange suicide de l'Europe, et il pose cette question: tout être humain, d'où qu'il vienne, peut-il s'installer en Europe et s'y considérer comme chez lui? Tout être humain fuyant la guerre doit-il trouver refuge en Europe? Les Européens ont-ils pour mission d'offrir le meilleur niveau de vie à ceux qui, de par le monde, y aspirent? Et là, nous revenons à la question du Tchétchène français. Très bien. Vous avez 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour parler des manifestations du retour. Je dis juste que depuis le 30 mars, il y a 40 Palestiniens qui ont été tués et 1500 blessés. Voilà. Alors, au cours des manifestations du vendredi. Ce sont des manifestations qui ont lieu à Gaza tous les vendredis pour le droit au retour. Et il est possible, il y a une discussion qui s'est amorcée sur la réaction israélienne. Est-elle légitime, est-elle disproportionnée? Nous avons tâché d'y répondre il y a 2 semaines. Mais là, ce que je remarque, c'est que nul ne s'interroge sur la légitimité de ces manifestations. Elles sont présentées comme un mouvement pacifique, presque sur le modèle du mouvement des droits civiques aux États-Unis dans les années 60. Or, ces manifestations torpillent la solution de 2 États. 2 États, on veut 2 États pour séparer les Palestiniens et les Israéliens. Or, là, il semblerait que des Palestiniens, de plus en plus nombreux, veulent un État
et le retour en Israël. Donc c'est eux qui veulent 2 États. Et s'ils veulent 2 États, et bien entendu, ils n'en auront aucun. Et puis, j'écoutais Euronews, je regardais Euronews l'autre jour, et bien on nous dit, oui, les Palestiniens vont bientôt commémorer la Nakba, ils ont été chassés en 1948 par la Haganah, par les Israéliens. Non, les choses ne se sont pas passées comme ça. Certains d'entre eux ont été chassés, d'autres sont partis à la demande des armées arabes qui leur promettaient un retour très rapide une fois la victoire obtenue. On voit que le récit palestinien est pris pour argent comptant. On voit le long progrès de la délégitimation d'Israël chez les têtes de nœuds fraîches et moulues des écoles de journalisme et qui peuplent aujourd'hui les chaînes d'infos. Et franchement, ce n'est pas rassurant. Je ne sais pas si ces têtes de nœuds viennent même des écoles, cher Alain Finkielkraut. Mais merci de mettre des mots et des idées sur vos colères et donc sur les nôtres. La semaine prochaine, c'est Shavuot, le don de la Torah. Nous ne serons donc pas là, mais on peut vous lire dans Causeur. On peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcj.info. Chag Sameach, bonne fête à tous. Bonne fête à vous, cher Alain Finkielkraut, et à vous tous, chers auditeurs. Les passagers à destination de Tel Aviv sont attendus en salle d'embarquement. C'est nouveau. Envolez-vous avec ASL Airlines France tous les mardis et jeudis vers Tel Aviv, la ville blanche.